Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Cybèle. Alors, les présentations sont faites. Allons-y avec le premier sujet. Tu veux nous parler... OK, c'est correct. Bernard Drinville. T'étais comme devenu un animateur formaté. Oui, plate de Radio-Canada. C'est pas toi, ouais, parce que toi, t'es déstabilisant. Oui, tu sais jamais. Bernard Drinville, donc. Avortement. Ouais. Bernard Drinville a carrément révélé que Simon-Jolin Barrette va reculer ce matin, parce qu'on se souvient que dans la loi constitutionnelle de 2025, le projet de loi 1, il y a un article qui dit « L'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Ce qui semble être rassurant, non? Mettre ça dans une constitution, dans une sorte de charte pour protéger cette liberté-là d'avorter. C'est même pas un droit, en l'occurrence, c'est vraiment la liberté des femmes d'avoir recours à ça. Alors, mais on a vu une opposition, mais vraiment, je dirais, à la limite là, de... Comment je pourrais l'appeler? Une opposition, en tout cas, vigoureuse contre cette idée-là de mettre ça. C'est le mieux que tu as trouvé? On attend un adjectif à la hauteur de ton vocabulaire. Tu nous sors vigoureuse. T'as pas mieux que ça. OK. J'ai trouvé que en commission parlementaire, plusieurs personnes qui étaient opposées à cette affaire-là étaient vraiment baveux et baveuses. Vraiment. Mais c'est quoi la réflexion derrière cette contestation? Okay. Parce que moi, j'ai entendu, puis je suis pas sûr de comprendre, Antoine, là, sérieusement, j'ai entendu que si on l'inscrit dans la Constitution, on va pouvoir le remettre en question, on va pouvoir le contester devant les tribunaux. C'est ça. Puis j'ai entendu, moi aussi, ça. J'ai entendu une juriste qui a même dit « Ça peut sembler contre-intuitif. » Ben oui, effectivement, c'est contre-intuitif parce que finalement, si codifier un droit, c'est-à-dire le mettre dans... l'inscrire là, dans le marbre d'une charte, c'est les rendre fragiles, ces droits-là, et potentiellement objets de contestation. Qu'est-ce qu'on fait alors de nos chartes? Elles sont pleines de droits codifiés. Pourquoi il ne faudrait pas codifier ce droit-là, puis les autres droits, il faudrait comme, les mettre dedans? C'est ça que je ne comprends pas dans leur logique. Parce que je pense que ça tient à la façon dont on voit le droit au Québec et au Canada depuis le rôle qu'on a donné vraiment prédominant des juges dans notre système. Ouais. L'intention de M. Jolin Barrette, c'est d'assurer le droit, la liberté, comme tu dis, aux femmes d'avoir accès à des interruptions de grossesse, à l'avortement. Celles qui sont contre ça, ils disent qu'il y a 5 jurisprudences, il y a 5 jugements, dont les jugements Morgan-Thaler, qui nous protègent là, d'un changement d'idée là-dessus. Donc, on aurait beau avoir des grenouilles de bénitier qui viennent dire « Ah non, non, il faut enlever ce droit-là », tout ça, on aurait comme une jurisprudence. Sauf qu'aux États-Unis, il y avait la jurisprudence Roe versus Wade pendant très longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est les juges qui ont changé d'idée. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que Simon-Jolin Barrette puis d'autres juristes disent il faudrait mettre ça dans la Constitution, dans un texte solide. Mm-hmm. Et là, on dirait que les militants pour le droit à l'avortement, ils ont plus confiance aux juges qu'aux élus. Et c'est souvent comme ça au Québec maintenant, là, avec la judiciarisation. Mais je trouve ça assez paradoxal. Alors, mais il semble que Simon-Jolin Barrette va reculer, va retirer ça de son projet de loi. Et Bernard Drinville l'a dit, on peut l'écouter. Écoutez, j'ai eu des discussions avec Simon sur cet enjeu et je vais le laisser faire son annonce en temps et lieu. Ma compréhension, c'est que ça viendra plus tôt que tard. Vous pensez donc qu'il va retirer de lui-même l'article? C'est pas moi qui vais faire cette annonce-là. C'est Simon qui gère sa barque et il le fait très bien. C'est un gars qui est... C'est pas moi qui va faire cette annonce-là, mais je viens de le faire. Mais je le fais avant lui. Ouais, c'est ça. L'art de se faire des amis. Mais tu sais, en lien avec ça, Diane Franqueur de l'Ordre des gynécologues du Québec avait dit que c'était pas une bonne idée de toucher à ça aussi quand il en avait parlé un petit peu au début, là.
Même les écoute, experts disaient que c'était dangereux de s'attaquer à ça à ce moment-là. mais tu sais, c'est souvent des médecins qui disent ça, il y a des juristes qui disent ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que moi, en tout cas, ils m'ont pas convaincu. Ouais. Mais il semble que ça Mais, devient mais scandaleux. Écoute, la façon que tu l'as expliqué, Antoine, c'est intéressant. Là. On fait davantage confiance aux juges qui peuvent changer d'avis juridique que des politiciens qui mettent ça dans une constitution. C'est vraiment particulier. Hein? Là, c'est un choix de société, en tout cas pour certaines personnes. Ouais. Parle-nous de Greg Kelly. il a fait une déclaration ce matin. Il semble résigné à voir sa conjointe et son épouse, même Marois Risky, qui va terminer sa carrière en politique à l'extérieur du caucus libéral. Alors, ce matin, il a fait deux choses. Il est tiraillé entre deux loyautés, dans le fond. Hein, Greg Kelly, sa loyauté au Parti libéral, elle est ancienne, puis elle est inscrite dans l'histoire de sa famille, puisque lui, tu sais, dans le comté de Jacques-Cartier, ils sont députés libéraux de père en fils. Dans ce cas-là, c'est Greg Kelly qui a cédé son siège, au fond, à Geoff Kelly. C'est presque monarchique comme façon de voir. Puis l'autre loyauté, c'est évidemment Marois Risky, qui, elle, a été très, évidemment, a brassé, secoué le cocotier, comme on dit. Ou le popotin. Donc, oui, c'est le popotier. Le popotin du Parti libéral. Ouais. J'ai failli faire un... Comment tu interprètes ça, toi? Parce que je me disais, c'est la joueuse étoile du Parti libéral, celle en qui on avait confiance pour redresser le Parti libéral. Je me dis, si elle est là, il n'y aura plus d'entourloupettes. Il y a des entourloupettes. Elle est lanceuse d'alerte, et c'est elle qu'on punit. Puis les autres, ils veulent pas être associés à Marois Risky. Je comprends rien. Moi, j'ai parlé à du monde à l'interne là, au Parti libéral. Et ce qu'ils sentent, c'est qu'il y avait la version publique de l'affaire, mais il y a la version privée qu'eux ont vécue et à laquelle ils ont eu accès. Et ils prétendent que Marois Risky n'était pas la lanceuse d'alerte qu'elle semble être dans le public. Qu'il le prouve. D'ailleurs, ce matin, Nicolas Lachance, mon collègue du journal, a posé la question à André A. Morin. Est-ce que vous considérez Marois Risky comme une lanceuse d'alerte? Sa réponse, c'est André A. Morin, c'est un député libéral. Il a dit sa réponse, sincèrement, moi, je ne l'aperçois pas comme ça. Donc, c'est ça le problème. Là. Au caucus, ça, Attends, ils ont Antoine, poussé Charles Milliard. Je t'arrête parce que c'est dangereux, ça. Milliard, donc, à garder exclu du caucus. Mais c'est dangereux, ça. Parce que tu réponds à ce genre d'affirmation, de rumeur, tu laisses sous-entendre qu'il y a anguille sous roche, mais tu dis rien. Ça, là, pour salir la réputation de quelqu'un, il n'y a pas mieux. Mais oui. Qu'André Morin sorte des preuves, sorte des faits, parce que Marois Risky en a sorti. Alors que lui, il le fasse aussi. Là. Puis hier, d'ailleurs, il pensait qu'avec le rapport Fournier, je ne sais pas si tu te souviens de ce rapport-là qui a été déposé la semaine passée, mais dans le rapport, il y avait une déclaration dont je t'ai parlé, là, sous serment, là, d'un militant libéral qui avait dit non seulement je suis allé porter de l'argent puis des cartes dans le bureau de comté de Mme Lacoyane, mais je suis allé aussi dans le bureau de Saint-Laurent. Or, ça a été déposé, ça, à la commissaire à l'éthique. Puis hier, la commissaire à l'éthique, elle a annoncé, c'est rare qu'elle fait ça, qu'il n'y aurait pas d'enquête. Après des vérifications, il n'y a pas d'enquête sur Marois Risky. Alors, là-dessus, Mme Risky a gagné. Je pense qu'il voulait l'épingler avec cette affaire-là dans le rapport Fournier. Ils n'ont pas réussi. Donc, Kelly, il a vanté quand même son chef. Il a dit que c'est un chef humain qui a appelé pour annoncer la décision du caucus, pour l'annoncer directement à Marois Risky, ce que Pablo Rodriguez n'avait pas fait. Mais là, j'ai dit ça tantôt, puis il y a un libéral qui m'a dit, ben non, mais il n'arrivait pas à la joindre, elle ne voulait pas y parler. Bon, alors, mais quand même, Charles Milliard a dit à Greg Kelly, ben, je sais ce que c'est, les impacts sur votre famille, c'est difficile. Puis il a confié le dossier de l'énergie. Donc, Kelly va rester au caucus. Puis il a vanté, lui, évidemment son épouse, en disant qu'elle avait dit depuis 2018 que ça prenait quelqu'un qui s'occupe de l'éthique au Parti libéral du Québec. On peut peut-être écouter, si on a le temps rapidement,
Greg Kelly. Pris une décision, je dois suivre la décision et la décision de chef. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens vont peut-être questionner ma décision. Je vais rester au caucus, c'est sûr. C'est exactement qu'est-ce que les citoyens de Jacques-Cartier m'ont demandé. Greg, rester autour de la table, on a besoin de toi. Je sais que les gens peuvent critiquer les décisions que je prends, mais c'est pas facile. Marcher dans mes souliers de temps en temps, je suis humain. Alors, possible. Voilà, c'est pas facile. Il est entre deux loyautés, puis il choisit de garder les deux. OK. Et vraiment, 30 secondes, le prof d'université, Antoine? Allez lire ça, texte de Daphné Dionvien dans le journal ce matin. Les ordinateurs, tablettes et autres écrans ne sont plus bienvenus dans les cours de Harold Bérubé, qui est directeur du département d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Sa conclusion, j'ai été agréablement surpris de retrouver le contact visuel avec mes étudiants. J'ai l'impression qu'ils posent beaucoup plus de questions. Les résultats aussi se sont améliorés dans ces classes. Alors bravo, Monsieur Bérubé. J'espère que ça va être contagieux, cette décision-là du directeur du département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, parce que c'est souvent un problème. Ces espèces de portables-là là, qui sont comme des palissades derrière lesquelles les étudiants se cachent, puis ils sont très dérangés. Je partage ton avis. Merci, M. Robitaille. À demain. À demain, à vous deux.